Bien, chers collègues, on se retrouve ce matin, cet après-midi. Bien observé, M. Gaffier. Vous ne savez pas que j'ai un administrateur, il observe tout, il me le dit discrètement, mais... hein. Donc, rebonjour à ceux qui étaient là ce matin et bonjour à ceux qui ne l'étaient pas. On reçoit en sa qualité de président du Haut Conseil des finances publiques, M. Pierre Moscovici, un habitué de la maison, afin qu'il nous présente l'avis qu'a rendu le Haut Conseil sur le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, qui a été rendu public ce lundi 23 janvier au moment du dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je rappelle que conformément au 5 de l'article 61 de la LOLF, le Haut Conseil est chargé d'émettre un avis sur les prévisions macroéconomiques que le gouvernement retient pour l'élaboration du projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale et sur la cohérence de ce projet, notamment dans son article liminaire au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel fixées par la loi de programmation. Par ailleurs, et c'est une innovation de la loi organique du 28 décembre 2021 qu'il est important de mentionner, le Haut Conseil doit également donner son avis sur le réalisme des prévisions de recettes et dépenses du PLFSS. Et comme c'est par le PLFSS que passe cette réforme des retraites, il était donc naturel que le président du Haut Conseil ait la parole, et je lui donne tout de suite. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de m'avoir invité donc cet après-midi, puisque nous avons corrigé devant votre commission en tant que président du Haut Conseil des finances publiques, pour vous présenter les principales conclusions de notre avis relatif au projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, PLFRSS, pour 2023. Permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs voeux, car c'est vrai que je suis habitué à la maison, je suis venu depuis le début de l'année, mais à côté de la commission des affaires sociales, pas encore à la commission des finances, et de vous dire tout le plaisir que j'ai d'être là aujourd'hui devant vous, et je sais que j'aurai l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises pendant l'année qui vient. Je vais commencer par un rappel des missions du Haut Conseil qui a été saisi, en l'occurrence en application de l'article 61 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiées, car il permet de mieux appréhender le contenu de notre avis. Le Haut Conseil est appelé à donner une triple appréciation sur le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 qui vous est soumis. D'une part, sur les prévisions macroéconomiques sur lesquelles il repose, d'autre part, sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses. Enfin, le gouvernement a demandé au HCFP de se prononcer sur la cohérence de son article liminaire au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel des administrations publiques définies dans le projet de loi de programmation des finances publiques. Au regard des missions du Haut Conseil des finances publiques, dont le rôle, vous le savez, est d'apprécier le réalisme des prévisions macroéconomiques et de finances publiques des textes financiers, le HCFP a estimé, première remarque, que la saisine du gouvernement était particulièrement étroite. En effet, le gouvernement n'a saisi le HCFP que sur l'incidence de la réforme sur les finances publiques pour la seule année 2023. Au-delà, il ne nous a transmis que des informations très partielles, à la fois en termes d'horizon 2026, en termes de champ. Il s'agit des comptes des seuls régimes de base et du FSV et non de l'ensemble des administrations publiques, et d'explications sur les chiffrages des différents dispositifs. Le Haut Conseil n'a donc pas été en mesure d'évaluer l'incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques. Et c'est un prisme annuel qui est évidemment très regrettable au regard des conséquences d'une telle réforme qui s'étend nécessairement pour sa part sur le moyen et long terme et la nécessité de l'expertise indépendante que peut offrir le Haut Conseil. J'en viens maintenant, cette remarque tout de même importante étant faite, sur nos deux principaux messages relatifs au PLFRSS. Premier message, le scénario macroéconomique du gouvernement pour 2023 paraît toujours optimiste, même si à ce stade, les dernières informations disponibles sur l'économie française montrent une résilience plus forte que prévu, ce dont je me réjouis comme vous tous. Deuxième message, la réforme des retraites aura un impact très faible sur les finances publiques en 2023. Le HCFP n'a pas en revanche pu estimer les conséquences de moyen terme sur les finances publiques, faute de disposer des informations suffisantes de la part du gouvernement. Permettez-moi d'abord d'évoquer brièvement ces deux messages. Je compléterai cette présentation par quelques remarques sur la situation générale des finances publiques de notre pays. Je vais commencer par l'analyse de la situation macroéconomique. Le gouvernement, comme vous l'avez remarqué, n'a pas modifié son scénario macroéconomique par rapport au projet de loi de finances
et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui date donc de septembre dernier. Pour 2023, le gouvernement continue de prévoir un rythme de croissance du PIB de 1 point. Dans son avis sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le Haut Conseil avait alors estimé que ces prévisions étaient un peu élevées du fait de plusieurs hypothèses que nous considérions comme fragiles. En outre, les informations conjoncturelles récentes laissent à penser, mais je crois que chacun le constate, que la croissance est essoufflée en fin d'année 2022, notamment en raison de l'impact de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt sur la demande des ménages et des entreprises. La prévision de 1% du gouvernement pour 2023 suppose par conséquent une accélération nette de l'activité au cours de l'année, ce qui, à première vue, semble un peu contre-intuitif. Cette hypothèse ne peut toutefois pas être exclue, même si ce n'est pas la plus probable, compte tenu des récents signaux positifs montrant une certaine résilience de l'économie française. L'emploi demeure pour le moment dynamique. Le risque d'une rupture des approvisionnements en électricité et gaz paraît désormais limité pour les prochains mois. L'hiver est relativement clément. Les tensions sur les prix de l'énergie s'atténuent depuis l'été et le ralentissement de l'économie allemande et plus généralement de la zone euro apparaît moins prononcé qu'anticipé au début de l'automne. Notamment, notre voisin allemand devrait pouvoir, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, compte tenu de l'interdépendance de nos économies, éviter la récession en 2023, ce qui n'était pas le consensus des prévisionnistes il y a encore quelques mois. Le scénario de croissance du gouvernement paraît toutefois encore optimiste, car l'environnement international demeure mal orienté en 2023, alors même que le durcissement des politiques monétaires devrait se poursuivre dans la zone euro. Madame Lagarde l'a encore répété hier et avant-hier, et freiner la demande au cours des prochains trimestres. L'investissement pourrait notamment pâtir de la hausse plus forte qu'anticipée en septembre dernier des taux d'intérêt dans la zone euro. Vous savez que la Banque centrale européenne annonce des hausses encore assez conséquentes pour les temps qui viennent, dans un contexte de refroidissement de l'activité et d'incertitude élevée. De fait, la prévision de croissance du gouvernement se situe au-dessus de l'ensemble des prévisions des instituts de conjoncture tant français qu'internationaux, ainsi que du consensus des économistes qui, en janvier, donc maintenant, anticipent une croissance de l'économie française de seulement 0,2 points en 2023. Je rappelle que la Banque de France, elle, dans ses dernières prévisions, est à 0,3. Donc 1 point, c'est clairement au-dessus. Encore une fois, pas exclu d'avoir une bonne surprise. Le plus probable étant quand même que ce chiffre demeure élevé. Et s'il est élevé, il faudra bien le corriger le moment venu. Le Haut Conseil considère donc que la prévision de croissance associée au PLFRSS reste élevée. Elle est justifiée par le gouvernement par la résilience de l'économie française au troisième trimestre 2022, par l'acquis de croissance sur 2023. Pour nous, elle sous-estime cependant les facteurs de freinage de l'activité actuellement à l'œuvre, notamment le niveau élevé de l'inflation et le durcissement en cours des politiques monétaires. Le gouvernement prévoit également, toujours pour 2023, une hausse de l'indice des prix à la consommation de 4,2% en moyenne annuelle, après une progression de 5,2% en 2022. Les prévisions d'inflation restent dépendantes de l'évolution des prix énergétiques, qu'il est aujourd'hui très difficile d'anticiper. La fin de la remise carburant au 31 décembre 2022, la revalorisation de 15% en moyenne des tarifs réglementés du gaz au 1er janvier, de l'électricité au 1er février, sont à court terme plutôt des facteurs de hausse, alors que les baisses récentes des prix des marchés du gaz et du pétrole auront à l'inverse un effet baissier. Disons que nous avons estimé que le reflux anticipé par le gouvernement de l'inflation semble néanmoins rapide. Cette prévision d'inflation pour 2023 est en effet plus faible que la moyenne du consensus des économistes. Cette moyenne s'établit à 4,8%, 4,2% de la prévision du gouvernement, et ça suppose un net infléchissement par rapport aux tendances récentes. Or, l'indexation du SMIC, les hausses de salaire déjà négociées, ainsi que la transmission en cours des hausses passées des prix de production et d'importation au prix des produits alimentaires manufacturés devraient continuer à soutenir l'inflation en 2023. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil considère que la prévision d'inflation retenue pour 2023 est un peu faible. Donc, croissance un peu élevée, inflation un peu faible. Le gouvernement a également maintenu sa prévision d'une progression de la masse salariale des branches marchandes non agricoles
de 5 points en 2023. Cependant, cette prévision paraît faible, notamment en lien avec la sous-estimation des perspectives d'inflation. Nous ne sommes pas dans une boucle prix-salaire, mais tout de même, il y a des mécanismes qui font que quand l'inflation est plus élevée, la hausse des salaires pourrait l'être également davantage. Le Haut Conseil estime donc que la prévision de masse salariale pour 2023 est un peu basse. Je résume cette première partie sur les prévisions macroéconomiques. Le Haut Conseil estime que la prévision de croissance pour 2023 est encore élevée, même si on ne peut pas exclure de bonnes surprises. En revanche, la prévision d'inflation est un peu basse, tout comme celle de la masse salariale. J'entre maintenant dans le détail, si je peux dire, des constats du HCFP concernant les finances publiques sur la base de cette saisine que nous jugeons, je le répète, trop étroite. Je rappelle que le mandat du HCFP est d'évaluer le réalisme des recettes et des dépenses du PLFRSS qui vous est présenté et de veiller à la cohérence de ce texte avec les orientations pluriannuelles de finances publiques. Sur ce dernier point, la loi organique ne permet pas au HCFP de se prononcer car le projet de LPFP présenté par le gouvernement n'a à ce stade pas été adopté. Ceci me donne l'occasion d'insister sur un message que j'ai déjà eu l'occasion de présenter au Parlement, d'abord devant vous-même à l'instigation de votre rapporteur général qui m'avait interrogé, et que le HCFP reprend dans son avis. La France ne peut pas, mesdames et messieurs les députés, se passer d'une loi de programmation de finances publiques. C'est une obligation juridique, c'est une obligation organique, c'est une obligation européenne, c'est surtout un instrument de pilotage indispensable des finances publiques. L'érosion progressive de la position de finances publiques de la France au sein de la zone euro, les investissements publics massifs auxquels notre pays fait face, nécessitent de redresser nos comptes publics. Pour y parvenir, et je crois que c'est indéniable, sans recours à l'austérité, comme le montrent de nombreux exemples européens, l'effort doit évidemment être piloté sur plusieurs années pour être réaliste et pour préserver le potentiel de croissance de l'économie. C'est pourquoi nous avons besoin, nous, collectivement, le pays, d'une telle programmation pluriannuelle. Son absence pose de nombreux problèmes, tant juridiques, à la fois au regard de notre droit interne qu'au regard du traité sur la stabilité, la croissance et la gestion européenne, tant pour le travail du Haut Conseil que pour celui de la Commission européenne. Et nous sommes toujours sous le regard du Conseil constitutionnel. Ne sous-estimez pas, mesdames et messieurs les députés, les risques d'une telle absence. Nous pourrions entrer dans un processus de finances publiques qui serait discontinu et incomplet. Ce n'est donc pas une bricole, ce n'est pas une anecdote, c'est un vrai sujet. Et je me permets, de la place qui est la mienne, d'appeler toutes les parties prenantes à faire en sorte que la France se dote d'une telle programmation, et ce, dès que possible. Son absence est hautement préjudiciable. S'agissant du réalisme des dépenses et des recettes présentées dans le PLFRSS, comme je l'ai déjà indiqué, le gouvernement n'a transmis au HCFP que les impacts de la réforme des retraites concernant l'année 2023 et quelques éléments généraux, peu détaillés, jusqu'à 2026. Les constats du HCFP dans ce contexte d'étroitesse sont les suivants. Les conséquences du projet de réforme des retraites sur les finances publiques en 2023 sont faibles, avec un coût, je dis bien un coût, estimé par le gouvernement à 0,4 milliard d'euros, estimation que nous jugeons réaliste. Ce coût de la réforme sur 2023 résulte d'une part des économies réalisées par le décalage de 3 mois du départ en retraite d'environ 50 000 personnes en fin d'année 2023, des recettes fiscales et des cotisations sociales supplémentaires liées à leur maintien dans l'emploi pendant ces 3 mois. D'autre part, des dépenses supplémentaires entraînées par la réforme, qui sont notamment la hausse du minimum contributif, dont les conditions précises restent toutefois déterminées, des mesures sur la pénibilité et l'usure professionnelle et des mesures en faveur des transitions emploi-retraite. Donc, 400 millions de coûts, pourquoi ? Parce que le coût des mesures va plus vite que les moindres dépenses ou les recettes générées par l'implantation de la retraite de la réforme seulement en fin d'année. Plus largement, s'agissant du solde public, qui est prévu à 5 points de PIB en 2023, vous vous souvenez peut-être que le HCFP avait estimé en septembre qu'il existait des risques que le déficit soit plus dégradé que prévu. Devant vous, je disais qu'il était possible, sinon probable, qu'il y ait un peu moins de 5 en 2022, un peu plus en 2023. À ce jour, le risque pour 2023,
lié à une croissance plus faible, demeure. Mais il est contrebalancé par la baisse récente des prix du gros du gaz et de l'électricité qui, si elle se confirme, pourrait alléger le coût de l'ensemble des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait une bonne surprise, que le déficit, finalement, il peut être légèrement supérieur à 5, il peut être à 5, il pourrait même être légèrement en dessous. Ça, c'est encore dans l'incertitude. Disons que ça vient contrebalancer. C'est le mot que nous utilisons, le message que je faisais passer devant vous en septembre. S'agissant des impacts de plus long terme sur les finances publiques, qui sont pourtant le cœur de la réforme des retraites, le HCFP n'a pas eu d'informations suffisantes pour lui permettre d'évaluer l'incidence de la réforme à moyen terme, ce qui est regrettable. Tout au plus a-t-il reçu l'annexe au PLFRSS portant sur la période 2023-2026. C'est difficile à comprendre parce que nos finances publiques ont besoin d'une gouvernance transparente et d'une expertise indépendante, plus qu'une expertise, puisque le passage devant le HCFP est une exigence prévue par la loi organique de 2012. Nous avons toutefois un diagnostic qui pourrait vous intéresser, qui est que la réforme des retraites présente dans ce PLFRSS ne devrait pas améliorer la trajectoire de dette qu'avait présentée le gouvernement dans le projet de LPFP en septembre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact sur la dette. Simplement, ce qui vous avait été soumis et ce qui nous avait été soumis en septembre incluait déjà une réforme des retraites dont le HCFP n'a pas eu les détails. Disons que par rapport à ce qui était prévu en septembre, il n'y a pas d'ambition supplémentaire dans l'effort de redressement des dépenses publiques, alors même que nous avions estimé à l'époque que la LPFP était peu ambitieuse. Car nous pensions, et je pense toujours, que l'inflexion visée de la trajectoire de dette était limitée, on est pratiquement flat, à plat, et tardive, puisque la dette amorçait sa décrue en 2027, comme par hasard, alors même que les hypothèses de croissance étaient plutôt optimistes. Et je vous rappelle que nous sommes dans une situation où, si ces objectifs étaient suivis, la plupart des pays de la zone euro passeraient en dessous de 3% en 2025, pas en 2027, et tous commencent à réduire leur trajectoire de dette dès maintenant. Les données fournies au Conseil permettent de constater que les déficits des régimes de base de la sécurité sociale du FSV sur la période 2023-2026 sont désormais un peu plus élevés dans ce PLFRSS que dans la LFSS initiale pour 2023. Les dépenses de retraite, autrement dit, progressent dans le présent projet de loi plus rapidement que ce qui était prévu en septembre. Une telle évaluation est clairement le résultat de l'intégration dans la réforme des retraites de mesures qui n'étaient pas alors envisagées lors de la présentation du projet de LPFP, qui entraîne une légère dégradation relative des comptes publics par rapport à ce qui était prévu en septembre. Je voudrais enfin terminer sur l'importance d'une réforme des retraites. Je ne dis pas la réforme des retraites, parce qu'il n'appartient pas au président du HCFP ni au premier président de la Cour des comptes de déterminer son contenu, ses contours, son calendrier, ses modalités d'accompagnement ou de compensation. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement et du Parlement en lien avec les partenaires sociaux. Nous n'entendons en rien nous substituer aux politiques. En revanche, nous sommes là pour examiner la question de la soutenabilité des finances publiques et nous constatons, c'est notre point de vue, que, en l'état, le système n'est pas finançable, n'est pas soutenable et donc il faut bien une réforme. Ce n'est pas à nous de choisir les modalités. Nous savons tous que nos finances publiques ont connu, j'ai utilisé ce mot, je le réutilise, une érosion progressive sur longue période et qu'elles n'ont pas aujourd'hui les marges de manœuvre pour faire face aux chocs et aux investissements publics dont le pays a besoin. Je ne veux pas jouer les Cassandres, d'autres l'ont trop fait et n'ont pas été entendus. Laissez-moi simplement rappeler quelques éléments factuels. La France est entrée dans la zone euro avec un ratio de dette dans la moyenne européenne, exactement équivalent à celui de l'Allemagne. Au moment de l'entrée dans la zone euro, il se trouve que j'étais à l'époque ministre des Affaires européennes. Je m'en souviens. C'est en 2001. Nous étions à 58 points de dette pour l'Allemagne comme pour la France. À l'époque, on disait que c'était l'Allemagne, l'homme malade de l'Europe. 20 ans plus tard, notre position relative s'est nettement dégradée. La dette de la Belgique, qui était très élevée pour le coup, a augmenté d'1 point. Celle de l'Allemagne a augmenté de 10 points. Celle de l'Italie, qui était aussi très dégradée déjà, de 41 points. Celle de la France a augmenté de 55 points. 45 points de plus que notre partenaire allemand. C'est un fait. Il faut en partir. Après, vous pouvez en déduire des conclusions extrêmement différentes, mais c'est un fait robuste. Or, la dette n'est plus gratuite.
Nous sommes sortis de l'ère des taux d'intérêt négatifs que certains jugeaient bénis. Le taux d'intérêt à 10 ans a retrouvé son niveau d'il y a 10 ans. La charge de la dette en comptabilité nationale représentait 30 milliards en 2020, 35 milliards en 2021. Elle est projetée à 44 milliards par le gouvernement en 2023. Je vous rappelle que le budget de la défense, je ne compte pas encore la loi de programmation, deuxième budget de l'État, est à 41 milliards, hors pension, 50 pensions inclus. Nous arrivons donc dans cette zone dangereuse où c'est le remboursement de la dette qui devient le deuxième budget de l'État. Il n'y a pas de charge ou de dépense plus stérile que la charge de la dette. Tout euro que nous y consacrons dans un système de taux d'intérêt positif est un euro en moins pour les dépenses que les uns ou les autres vous pouvez souhaiter pour le pays, qu'il s'agisse de la sécurité sociale, de l'éducation, de la lutte contre le réchauffement climatique, des dépenses militaires. C'est un euro perdu, en vérité. Pourquoi est-ce un problème? Parce que la France fait face à des besoins d'investissement public majeurs. Et ce, dès aujourd'hui, il ne faut pas s'y tromper. C'est aujourd'hui et non demain que la France doit rénover son système de santé, son système scolaire, son armée, produire sur son territoire des biens essentiels, investir dans la recherche et développement pour se maintenir dans la compétition mondiale. Et il y a des sujets sur lesquels on voit bien qu'il y a des retards qui deviennent préoccupants. Pensons par exemple à la santé. Investir dans ces infrastructures pour s'adapter au changement climatique, réduire les émissions de CO2. Il y a devant nous un mur d'investissement. S'il y a un mur d'investissement et une montagne de dettes, on a un vrai problème. Il faut quand même rétablir à un moment donné une sorte de système de vase communicant pour financer les investissements en ayant moins de dettes, sans quoi nous n'avons pas de marge de manœuvre. Réformer les retraites, encore une fois, ce n'est pas à moi de dire comment, fait partie de l'effort collectif nécessaire pour y parvenir, mais ça ne suffit pas. La France a la capacité d'améliorer ses comptes publics dans tous les secteurs des politiques publiques en recherchant la qualité de la dépense. Ce n'est pas chose facile, mais nous ne le faisons pas alors que la plupart de nos partenaires le font. Une revue annuelle de dépenses, comme l'a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances, est nécessaire. Je salue cela, la Cour des comptes, à mon initiative, y appelle depuis plusieurs années. Mais attention, une revue de dépenses doit avoir une raison d'être, une gouvernance, un calendrier, une méthode, des objectifs clairs. Voilà, mesdames et messieurs les députés, nous sommes quand même dans des temps compliqués qui nous appellent à un esprit qui soit à la fois de sérieux et d'ambition. C'est vrai aussi en matière budgétaire. Je ne voudrais pas que ce soit un accident qui nous oblige tout à coup à rectifier notre trajectoire, ce qui voudrait dire couper drastiquement dans les dépenses ou relever brutalement les impôts. La Grande-Bretagne n'est pas un pays de la zone euro. Ce n'est pas un petit pays toutefois. Et je pense que ce qui s'est passé doit quand même faire réfléchir. Rien de tout cela ne serait dans l'intérêt de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les députés, mesdames, les principales observations que je souhaitais partager avec vous. Et en vous remerciant de votre attention, je me tiens avec ceux qui m'entourent, que je remercie pour leur travail, parce que le Haut Conseil, c'est une toute petite équipe, même si grâce à vous, elle est un peu plus fournie qu'il y a 2 ans. Elle est même doublée, mais enfin, on est passé de 3,5 à 7 emplois, c'est ça, Eric, qui travaille très bien, très vite, dans des conditions pas toujours simples, avec des informations parfois lacunaires, et qui néanmoins réussissent à faire de petits miracles. Je voulais les remercier devant vous, et ils m'accompagneront pour les réponses à vos questions ou interventions, avec, pardonnez-moi d'avance, finalement, tout un tas de sujets sur lesquels je ne pourrais pas vous répondre, car je ne vais pas me mettre à improviser sur des informations que je n'ai pas. Bien, merci Monsieur le Président. On va commencer par un trio que je vais ouvrir, et après c'est Marina Ferrari qui interviendra, puisqu'elle est rapporteure pour avis sur le PLFRSS, dont je vous rappelle qu'on l'examinera vendredi dans la commission, et évidemment Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Alors, plusieurs réflexions qui impliquent certainement quelques réactions de votre part. La première, je vais peut-être commencer par le fin de votre exposé sur la question un peu de ce que je résumerais comme une quadrature du cercle que vous présentez, c'est-à-dire à la fois le fait de reconnaître qu'on a un mur d'investissement devant nous. Bon, le chef de l'État vient d'en évoquer un nouveau avec la question de l'investissement massif dans notre système de défense, mais on sait également que
on est très loin du compte dans ce qui serait nécessaire en termes de planification écologique et de services publics. Et puis à la fois, vous dites qu'il y a ce mur d'investissement, mais il y a aussi la charge de la dette, et que quelque part, la charge de la dette est plus importante. Très franchement, il faudra qu'on m'explique comment, à un moment donné, et c'est là où je pense que, mais c'est votre fonction, donc je ne vous le reproche pas, mais notre discours modifie, on priorise soit les investissements, soit effectivement le fait de s'endetter. Je ne vois pas comment on fait des investissements à long terme sans s'endetter, et je pense que notre économie peut le supporter. Mais il y a une chose, en tout cas, que notre économie ne peut pas supporter, c'est la baisse continue des dépenses fiscales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a toujours moins de rentrées fiscales, il y a un moment donné où c'est comme un jeu de bonneteau. S'il faut des investissements, si on dit qu'il faut baisser la dette, bien les chercher quelque part. Alors vous dites, la réponse que fait le gouvernement, et c'est là où j'en viens un peu à votre rapport, c'est finalement il y a des baisses qui sont à prévoir du côté d'autres dépenses publiques, voire de mécanismes de solidarité. Et pourquoi pas celui des retraites? C'est ce que j'entends, et c'est d'ailleurs un peu ce qui nous a été présenté. Alors, moi, je voudrais dire qu'en préambule, je pense que ce n'est pas au système de retraite de payer les déficits de l'État. Voilà, c'est ce que je pense. Moi, je suis assez vieux jeu. Je pense que je suis pour un système de retraite qui soit adossé aux revenus, aux productions de richesses dues au travail. Et quand je dis les productions de richesses dues au travail, j'implique le capital, parce que, sauf démonstration inverse, il n'y aurait pas de dividendes, il n'y aurait pas de revenus du capital sans que du travail produise la richesse. Bien. Et à partir de là, je crois que la question de rechercher comment on équilibre le régime des retraites, il est à chercher plus vraisemblablement du côté de nouvelles ressources, et de nouvelles ressources qui sont notamment des ressources adossées aux revenus du capital. Je note d'ailleurs que l'autre jour, le président du corps a dit une chose, je vous le rappelle ici, je sais que ça a fait réagir depuis, mais que les dépenses de retraite ne dérapent pas et ne sont même annoncées baissantes dans 3 des 4 scénarios qu'il présente dans les années à venir, et que ce qui explique les déficits en pourcentage du PIB, mais très franchement, n'importe quelle économie sérieuse ne prend que le pourcentage du PIB et pas des francs courants, quoi. Donc, à partir des euros courants. Donc, à partir de là, la question est les ressources. Et donc, on est bien sur une question de recherche de ressources. Et moi, j'affirme que c'est pas ça. Il ne faut pas aller chercher dans le régime de retraite de quoi réduire les déficits de l'État. Et d'ailleurs, j'observe en même temps, en plus, que vous dites une phrase qui, à mon avis, va être tout aussi importante que les phrases du président du corps. Vous dites que pour 2023, le projet de retraite sur les finances publiques, ça va être un coût net de l'ordre de 0,4 milliard d'euros, et que pour la suite, le Haut Conseil n'est pas en mesure d'évaluer l'incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques. Donc, ce qui est indiqué ici, c'est que même si on impute ce pourquoi je ne suis pas favorable à la réforme des retraites, le fait d'abaisser les déficits publics, eh bien, vous dites vous-même qu'on n'est pas capable aujourd'hui, avec la réforme qui est posée sur la table, de dire ce qu'il en sera. Et je note aussi que vous avez affirmé cette autre phrase, qu'en fonction de ce qu'on connaît, ça ne devrait pas diminuer la trajectoire de la dette dans les années à venir. C'est ce que vous avez dit ici. Bon. Donc voilà, donc pour ce que je note. Autre chose qui m'intéresse dans votre intervention, c'est que vous rappelez, vous avez eu cette constance-là, que entre les prévisions à peu près de toutes les institutions économiques, alors j'ai regardé dans votre tableau, elles sont elles varient en gros de moins 0,2 pour Execode à plus 0,7 pour le FMI. En moyenne, on va dire qu'on est à entre 0,3 et 0,4 pour l'an prochain. Vous rappelez qu'avec 1% de croissance estimée par le gouvernement, là aussi, il y a quand même une problématique sur laquelle s'appuie ce projet de loi de finances de sécurité sociale rectificatif. Bon. Donc j'ai une question à vous poser par rapport à cet ensemble de réflexions que je me fais. C'est que sur le caractère incomplet des informations transmises par le gouvernement, qui ne vous permet pas d'évaluer l'incidence à moyen terme de la réforme des retraites, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les principaux éléments d'information qui vous ont fait défaut pour procéder à une telle évaluation? Voilà pour ma part, et je passe la parole à Marina Ferrari. Merci, Monsieur le Président du Haut Conseil, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues.
Notre commission, qui m'a nommé rapporteur pour avis sur le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, porte une attention toute particulière aux incidences budgétaires du texte, qu'elles soient de court ou de moyen terme. L'avis du Haut Conseil des finances publiques sur ce projet de loi de financement rectificatif, Monsieur le Président, m'inspire 3 remarques principales. Tout d'abord, nous pouvons lire dans votre avis que le Haut Conseil relève que l'absence d'adoption du projet de loi de programmation de finances publiques ne lui permet pas de vérifier la cohérence des prévisions des finances publiques et des textes financiers avec la loi de programmation, et que cette absence, contraire aux engagements européens de la France, prive les finances publiques d'une boussole indispensable à leur bonne gestion et à la préservation de la soutenabilité de la dette publique. Il me semblait important de souligner ce point, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président. Se doter d'une loi de programmation est un impératif pour notamment sécuriser les expertises, éclairer nos politiques et écarter tout risque juridique, vous l'avez rappelé. Vous avez déclaré ce matin en audition au Sénat qu'écarter une loi de programmation des finances publiques est un exercice jugé irresponsable. Je tenais à vous le rappeler, chers collègues, étant donné la teneur des débats que nous avons eus précédemment. Ensuite, votre avis souligne l'obligation qui est la nôtre de réformer notre système de retraite pour assurer sa pérennité et participer au redressement de nos finances publiques. Les prévisions du gouvernement se fondent sur un scénario central d'un taux de chômage de long terme de 4,5% et d'une croissance de la productivité du travail de l'ordre de 1%. Le Haut Conseil considère que cette dernière prévision de croissance est un peu ambitieuse. Je trouve pour ma part que nos efforts vers le plein emploi sont la marque de l'ambition forte que nous portons, qui est inédite depuis longtemps dans notre pays. Je relève, s'agissant de la croissance, que votre avis indique qu'une accélération de l'activité en cours d'année, vous nous l'avez dit, ne peut pas être exclue, car des signaux positifs existent. L'économie fait preuve d'une résilience, l'emploi demeure dynamique, le risque d'une rupture des approvisionnements en électricité ou en gaz paraît désormais limité et les tensions sur les prix de l'énergie s'atténuent. Il me paraît nécessaire à ce stade de souligner que, quelle que soit la réalité de la situation économique des années à venir, qui ne peut jamais être prédite de manière certaine, la nécessité de la réforme est évidente dans l'ensemble des scénarios qui sont envisagés. En 2027, ça a été rappelé, le déficit du système de retraite atteindrait 0,4% du PIB, quel que soit le scénario retenu. Ce déficit serait compris entre 0,3 et 0,7 points de PIB. Enfin, concernant à proprement parler l'incidence budgétaire du projet de loi, l'avis du Haut Conseil souligne que la réforme présenterait en 2023 un coût net de 0,4 milliard d'euros. Vous jugez réaliste cette estimation. Ce coût est donc bien la preuve de l'importance des mesures compensatoires qui accompagnent le relèvement de l'âge d'ouverture des droits et l'allongement de la durée des cotisations permettant de liquider sa retraite à taux plein. Ces mesures d'accompagnement sont centrales et permettent de faire de la réforme qui vous est proposée une réforme de responsabilité, mais également de justice. Alors, chers collègues, quel serait un système de retraite non financé? Ce serait un système dans lequel les pensions ne peuvent pas être servies, ou alors peuvent l'être, mais à un niveau réduit. Nier le besoin de réduction du déficit du système de retraite, c'est donc quelque part accepter une baisse des droits des assurés, ce à quoi le gouvernement et la majorité ne peuvent se résoudre, mais qui semble convenir, en revanche, à certains d'entre nous. Pour terminer, j'aurais souhaité vous demander quelques précisions. Au plan de l'équilibre, le Haut Conseil s'est bien entendu concentré sur 2023, mais quelle analyse pourrait-il faire de la trajectoire pour les régimes obligatoires de base et le Fonds de solidarité pour la vieillesse, ainsi que pour la branche vieillesse, d'ici 2026 ? Au plan des recettes, votre avis estime que la prévision de la masse salariale pour 2023 est un peu basse. C'est une observation que vous aviez déjà faite par le passé. S'est-elle vérifiée ? Pouvez-vous expliquer les raisons suscitant cette remarque et quelles projections alternatives retenez-vous par rapport à la cible de 5% que se donne le gouvernement? Quel serait l'effet sur le produit des cotisations et contributions de sécurité sociale? Au plan des dépenses, vous soulignez que les effets de la hausse du minimum contributif restent incertains à ce stade. D'où proviennent ces difficultés, notamment concernant le coût de la revalorisation des pensions déjà liquidées? Et je me félicite d'ailleurs de cette intégration, fruit du dialogue entre l'exécutif et les groupes parlementaires. Enfin, concernant l'allongement de la durée de cotisation permettant de liquider sa retraite à taux plein, disposez-vous de données sur les premiers effets observés sur le solde public de l'entrée en application de la réforme Touraine en 2020 ? Je vous remercie. Merci. Jean-René Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre exposé extrêmement clair. Peut-être avant de vous poser trois questions, un point sur l'intervention du Président Coquerel. Je comprends, alors peut-être que j'ai mal compris, mais que le Haut Conseil des finances publiques était saisi pour avis sur l'impact en 2023. Et donc, je crois qu'on ne peut pas spéculer sur ce qu'aurait été cet avis sur 2024 ou d'autres années. Non, le document dit qu'on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais la saisine est bien portée sur 2023. Première remarque, sur les prévisions. Écoutez, je pense que
partage le point de vue. On avait déjà eu cette discussion. C'est vrai que les prévisions sont volontaristes. Mais comme vous l'avez souligné, les chiffres du chômage, en particulier, qui sont tombés aujourd'hui ou hier, soulignent voilà, qu'on garde toujours comme objectif le retour en plein emploi d'une part, et donc une croissance soutenue l'année prochaine, en tous les cas, supérieure à ce que disent encore un certain nombre de prévisionnistes. Sur la loi de programmation des finances publiques, vous soulignez, je ne peux être que d'accord, le handicap que constitue pour la France l'absence d'une loi de programmation donc en vigueur pour le pilotage pluriannuel indispensable à la bonne gestion publique et pour la crédibilité de notre gouvernance budgétaire et financière. Redire aux groupes et aux députés qui sont ici que nous n'avons pas voté en première lecture, mais que j'espère que nous aurons l'occasion cette année d'examiner en seconde lecture. Je suis donc à la disposition de l'ensemble des groupes pour travailler sur cette deuxième lecture de la loi de programmation. Peut-être, Monsieur le Président, votre avis stipulé dans la loi de programmation, votre avis sur la loi de programmation, que ça manquait un peu d'éléments sur ce qui sous-tendait cette trajectoire, en particulier sur les réformes qui étaient engagées. Est-ce que la réforme des retraites, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, vous rassure un peu sur la crédibilité de cette trajectoire? Troisième élément, vous expliquez de manière très claire, et si certains n'avaient pas compris, en tous les cas, pour moi, c'est extrêmement clair, l'impact dès 2023 est positif et apporte des mesures de justice qui vont coûter 400 millions d'euros, qui soulignent là la hausse des pensions minimales pour de très nombreux Français, il faut le dire. Ma question sur la trajectoire, c'est que les coûts sont à peu près certains, en tous les cas, parce que ces mesures sociales d'accompagnement. En revanche, les hypothèses de cotisation supplémentaires sont basées sur à la fois un taux de productivité de 1% sur l'ensemble de la période et un taux de chômage de 4,5% aussi. Donc, vous n'avez pas eu tous les éléments, mais est-ce que ces deux hypothèses vous paraissent aujourd'hui crédibles ou optimistes? Enfin, sur l'impact de la baisse du coût de l'énergie, un effet positif et un effet négatif, avec la rente intramarginale et évidemment le coût du bouclier des différentes mesures. Est-ce que le solde, de votre point de vue, est positif pour les finances publiques en 2023 si le coût de l'énergie continuait à baisser comme c'est la tendance actuelle? Merci beaucoup. Merci. Pierre Moscovici. Comme je le disais, je vais être décevant sur tout ce qui concerne la trajectoire. Je ne vais pas commencer à la prendre par petits bouts, par ici, par là, parce qu'en réalité, nous n'avons pas suffisamment d'informations. S'agissant des finances publiques, le gouvernement n'a saisi le HPFP que sur les conséquences de la réforme des retraites sur la seule année 2023. Il y a une annexe qui sont les éléments relatifs à l'article liminaire portant sur l'année 2023. En réponse à des demandes répétées, le HCFP a fini par obtenir, en complément, une annexe au PLFRSS portant sur l'année 2023-2026, qui a permis d'établir une comparaison avec les chiffres de la LFSS en cours, et donc une comparaison avec la loi de programmation des finances publiques, mais seulement partielle, parce que, en termes de champ, c'est plus restreint. C'est les régimes de base et le FSB, et non pas toutes les administrations publiques, et d'horizon, puisque c'est 2026, c'est pas 2027. Pour aller plus loin, et pour pouvoir se prononcer sur le réalisme des recettes et dépenses au-delà de 2023, il eût fallu que nous puissions disposer des résultats chiffrés présentés dans le rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites, mais aussi de détails sur les hypothèses et sur les mécanismes conduisant ces chiffrages qui ne figurent pas dans ce rapport. Donc c'est à partir de cette saisine étroite, information lacunaire, même s'il y a eu un progrès dans l'échange avec les administrations, que je veux reconnaître, mais encore insuffisant, que je peux répondre à vos questions. Ce qui me permet de sauter tout de suite à la question du rapporteur général, je vais revenir aux autres, sur est-ce que nous sommes rassurés, pas rassurés. Compte tenu des informations que nous avons, nous ne pouvons raisonner qu'en différentiel. Et ce que je peux dire, en effet, c'est que la réforme des retraites, premièrement, ne suffit pas à elle seule à justifier la trajectoire de finances publiques, mais qu'elle l'étaye en partie, mais que par rapport à ce que contenait la loi de programmation des finances publiques,
il manque encore 0,7 milliard d'euros en 2026 sur les régimes de base et du FSV. D'ailleurs, je veux corriger tout de suite deux illusions d'optique. La première, sur les 0,4 pour 2023, ça coûte, mais ça devrait rapporter plus après. Donc ce que ça démontre simplement, c'est qu'il y a des mesures qui jouent tout de suite leur effet, alors que les économies et les recettes viennent plus tard. Et deuxième illusion d'optique, dans l'autre sens, par rapport à ce que nous disons, je constate que l'impact sur la dette ne se voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact du tout d'une réforme sur la dette. C'est-à-dire simplement que comme il y avait déjà une réforme pas spécifiée du tout, celle-ci n'est pas spécifiée suffisamment dans la loi de programmation des finances publiques, on voit que ça rapporte un petit peu moins que ce qui était prévu au départ. Ça ne veut pas dire que ça rapporte rien, si je me fais comprendre, ou à peu près. Sur la question du président de la Commission des finances, qui est évidemment très importante, ce mur d'investissement, charge de la dette, investissement. Bon. Ça aurait peut-être surpris dans la bouche du président de la Cour des comptes, qui est aussi président du HCFP, mais j'ai bien parlé d'un mur d'investissement et d'investissement à financer. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut stopper la dépense publique. Non, sur toute une série de secteurs, nous avons besoin d'investissement. Là où je vais peut-être me distinguer de vous, Monsieur le Président, vous me le pardonnerez, c'est que je pense qu'un investissement doit être financé. Et que donc, en face de l'investissement, il faut bien avoir des recettes ou des marges de manœuvre. Bon. Et de ce point de vue-là, je le redis, la course à l'endettement n'est en aucun cas la solution. Parce que, nous avons déjà une dérive de notre endettement de 55 points, c'est pour ça que je donne ce chiffre. 2, cette dérive, elle est aussi relative par rapport à nos partenaires. 3, elle est comme observée par les institutions internationales, par l'Union européenne et accessoirement par les marchés financiers. Il faut bien quand même qu'à un moment donné, cette dette se finance. Ne le perdons pas de vue. Et puis j'ajoute 4, que nous sommes quand même dans un moment, et je l'ai dénoncé, où cet écart qui existe déjà entre nos finances publiques et celles de partenaires est en train de se creuser. C'est pour ça que j'avais évoqué l'idée que nous étions sur une trajectoire trop peu ambitieuse. Les autres reviennent en dessous de 2025. Nous sommes sur 2027 avec une dette qui reste plate. Donc, je nuance votre propos par ma propre approche, qui est que oui, il y a des investissements, bien sûr, mais ce n'est pas par un surcroît de dette qu'on doit les financer. C'est par une diminution de la dette qui permet de retrouver des marges de manœuvre. Alors après, il y a d'autres solutions. Vous avez évoqué les dépenses fiscales et sociales. La Cour des comptes ne cesse de répéter qu'en effet, il faut quand même s'y attaquer sérieusement parce qu'il y a là quand même des ressources à utiliser. Et puis il y a d'autres procédés qui seraient par exemple la hausse des impôts, que nous ne recommandons pas. Mais voilà, l'autre solution magique, la croissance, n'y répond pas non plus. J'appelle à un renforcement de la croissance potentielle du pays et l'investissement entraîne cela. Mais n'imaginons pas que nous entrons dans les 30 glorieuses. En toute hypothèse, dans les années qui viennent, nous aurons une croissance, disons, limitée ou modérée. Madame la députée, vous m'avez peut-être entendu dire ça ce matin, mais je ne crois pas vous l'avoir dit parce que je ne me permettrai jamais de dire à des parlementaires qu'ils sont irresponsables. En tout cas maintenant que je ne suis plus des vôtres et que je n'appartiens pas à un gouvernement. Donc, comme président de la Cour des comptes et comme président du HCFP, non, je ne dis pas du tout que c'est irresponsable. Je dis, en revanche, que l'absence de LPFP n'est pas une anecdote et que ce serait quelque chose qui pourrait à terme entraîner des conséquences sérieuses, voire graves. Donc j'utilise mes propres mots, mais je le dis ainsi, et c'est civique. Sur, enfin, les mesures salariales et la masse salariale, ce n'est pas la première fois que la Cour annonce que la prévision de masse salariale est basse. Nous l'avions déjà fait à l'automne 2021, et de fait, la masse salariale a été plus dynamique que prévu. Ce n'est pas une preuve que nous disons toujours le vrai. Simplement, ce qui nous fait dire cette fois-ci qu'elle est basse, c'est que c'est lié à ce que nous disons sur l'inflation. Comme nous pensons que la prévision d'inflation est trop faible, celle du gouvernement est à 4,2, la nôtre, le consensus est 4,8. Et que sans avoir une boucle prix-salaire, nous avons quand même un certain nombre de mécanismes qui sont les mécanismes d'indexation, comme le SMIC, et puis tout de même des phénomènes dont les entreprises tiennent compte. Si l'inflation était effectivement plus élevée, et nous pensons qu'elle le sera, que les 4,2, ou qu'elle risque de l'être, à ce moment-là, la masse salariale devrait également être plus élevée. Voilà ce que nous estimons. Par ailleurs, sur les questions du bouclier fiscal, une baisse des prix
pourrait en effet être favorable, mais les mécanismes sont complexes. Le gain est probable, mais incertain dans son ampleur, ce qui fait que notre jugement sur les finances publiques pour 2023, nous l'avons nuancé. C'est-à-dire très clairement, avec ce que nous connaissions à l'automne, nous pensions que le déficit serait supérieur à 5%. Là maintenant, je ne suis pas capable de vous dire s'il sera supérieur, égal ou inférieur. L'ampleur des mécanismes en jeu, dans un sens ou dans l'autre, reste quand même trop incertain, mais nous avons tenu à marquer qu'il y avait tout de même des effets qui maintenant jouaient dans l'autre sens. Pendant les années que j'ai passées à Bruxelles, j'ai appris un néologisme charmant qui est qu'à Bruxelles, on pense qu'il y a des risques à la hausse, des risques à la baisse. En français, en général, les risques sont plutôt à la baisse. Mais il existe aussi des risques à la hausse. En l'occurrence, voilà ce que je voulais souligner. Merci. On va passer aux orateurs de groupe. Mathieu Lefebvre pour le groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président Moscovici. À mon tour de déplorer l'absence préjudiciable de loi de programmation qui nous empêche au fond de jouer notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. On ne peut pas juger de la cohérence de l'article liminaire avec les orientations pluriannuelles de solde. Malgré tout, force est de constater que le gouvernement a été transparent dès le début, puisque tous les textes financiers prévoyaient une réforme des retraites. L'objectif d'augmentation des dépenses publiques de 0,6% en volume était évidemment incompatible avec une augmentation des dépenses de retraite de 1,8% en volume. Donc, première question, est-ce que ces hypothèses permettent de renforcer la sincérité des prévisions qui sont ici présentées ? Ensuite, on a beau chercher dans tous les sens et retourner le problème dans tous les sens, on a un problème, on a une impasse de financement pour équilibrer notre système de retraite à très court terme, c'est-à-dire à horizon 2030. Sauf, en effet, à faire le choix de l'endettement et donc de l'enrichissement de nos créanciers qui sont, je le rappelle, aux 2/3 des étrangers. De ce point de vue, vous indiquez que la réforme des retraites est indispensable à la réduction de notre niveau d'endettement, mais qu'elle ne suffira pas à abaisser ce niveau d'endettement et à faire face aux chocs macroéconomiques futurs, comme aux besoins d'investissement dans la transition écologique. J'ai donc deux questions. Quel serait dans le fond le coût de l'inaction, c'est-à-dire le statu quo à horizon 2030, et a fortiori quel serait le coût pour nos finances publiques d'un abaissement de l'âge légal du départ en retraite à 60 ans. Enfin, Monsieur le Président, vous avez dit le sujet, c'est un sujet État. Mais il a toujours été dit que dans cette réforme, il n'y avait pas 1 euro de cotisation vieillesse qui n'irait à autre chose qu'à équilibrer le système de retraite par répartition. Et dans le fond, le sujet, c'est en effet un sujet de finances publiques, mais pas que. Quand les dépenses de retraite, elles représentent un quart du PIB, il est évident que c'est l'ensemble de nos finances publiques qui sont impactées par la réforme des retraites. Dernière question, quel est, selon vous, l'impact sur la croissance potentielle du PIB de cette réforme ? Est-ce qu'on peut considérer que cette réforme a un impact positif sur la croissance du PIB ? Je vous remercie. Merci. Frédéric Cabrolier pour l'Assemblée nationale. Bien, alors déjà, vous avez indiqué que le scénario macroéconomique qui est retenu par le gouvernement est optimiste. Prévision de masse salariale un peu basse, prévision d'inflation un peu faible, et provision de croissance élevée. Ensuite, on a reçu, je vais revenir sur l'audition qu'on a faite de manière commune avec la Commission des affaires sociales de M. Bras, qui effectivement nous a dit que ce n'était pas une réforme du système de retraite, mais que ça concernait la politique globale des finances publiques. Alors il nous a rappelé, et ça vient d'être rappelé, que les dépenses de retraite représentaient un quart, 25% des dépenses publiques. Et si on n'avait pas fait cette réforme des retraites, les dépenses de retraite, ça vient d'être rappelé également, allaient augmenter de 1,8% par an, alors que pour passer sous les 3% à l'horizon 2027 de déficit public du PIB, eh bien, il fallait que les dépenses des finances publiques n'augmentent pas de plus de 0,6% par an. Et vous, donc on voit bien que c'est un problème de dette, et vous le confirmez en disant que cet objectif de dette, en disant que la réforme des retraites présentée dans ce PLFR ne suffit pas à elle seule à atteindre l'objectif de retour à des niveaux de dette qui permettent à la France de disposer de marges de manœuvre suffisantes. Quant à l'impact de la réforme, ça a été signalé. Le Haut Conseil, donc, vous indiquez que vous évaluez l'impact de la réforme des retraites en 2023 à 400 millions d'euros.
et que vous ne pouvez pas vous projeter sur les années suivantes, faute du vote, vous dites, de loi de programmation des finances publiques. Donc, si vous voulez, la question qu'on peut se poser, c'est en définitive, quel est l'intérêt de cette réforme des retraites si, comme vous le dites, la réforme des retraites ne devrait pas améliorer la trajectoire de la dette, et, alors que c'est l'objectif. Et deuxième question, vous signalez, je l'ai dit, dans la réforme des retraites présentée, ne suffit pas à elle seule. Qu'est-ce que vous proposez donc pour réduire la dette, pour réduire les dépenses publiques? Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Qu'est-ce que vous entendez par à elle seule? Merci. David Guiraud pour France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Dans son projet de loi de finances 2023, le gouvernement avait annoncé la couleur. Il disait, je cite, que les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l'évolution des dépenses, permise notamment par la réforme des retraites. Fin de la citation. Voilà donc le but réel de la réforme des retraites, faire des économies. Et de quoi s'aperçoit-on aujourd'hui? D'abord que la réforme va avoir un impact très faible sur nos finances publiques. On se demande donc pourquoi on fait subir ça aux Français, mais qu'en plus, au-delà de 2023, on n'a aucune idée de l'impact de cette réforme sur nos finances. Nous avançons donc, en d'autres termes, les yeux bandés. Volontairement, qui plus est, parce que vous nous avez alerté, Monsieur le Président du Haut Conseil, sur le fait que les scénarios présentés par le gouvernement sont tout du moins un peu trop optimistes. J'ai plusieurs questions. J'ai noté que vous nous annoncez, dès l'année prochaine, que 50 000 personnes verront leur départ à la retraite retardé. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Qui va prendre ce recul? Et combien de temps, combien de mois? Par ailleurs, avez-vous prévu, Monsieur le Président, le coût social de cette réforme? Parce que l'OFCE parle de 277 000 chômeurs supplémentaires à horizon 10 ans pour un coût de 2,8 milliards d'euros, quand la DRES, elle, estime à 3,5 milliards d'euros la conséquence d'un report de l'âge de départ à la retraite. Ce que, en d'autres termes, on ne payera pas en retraite, on le payera en minima sociaux et en charges. Avez-vous une estimation de ces coûts? Enfin, le gouvernement nous dit que le déficit du système de retraite sera de 0,7% du PIB en 2050. C'est oublier que le PIB d'aujourd'hui ne sera pas le PIB de demain, qui a priori sera bien plus élevé en 2050 qu'en 2030. Avez-vous donc des estimations qui permettent de mesurer l'évolution du PIB français pour voir ce que représentera réellement en 2050 ce léger déficit du système de retraite sur notre produit intérieur brut? Enfin, sur la loi de programmation des finances publiques, vous êtes évidemment dans votre rôle. Je rappelle que l'Assemblée nationale a refusé en majorité cette loi parce qu'elle avait des prévisions de croissance et d'inflation qui n'étaient pas sérieuses et qu'elle promettait des choses comme l'austérité dans nos communes qui n'étaient pas acceptables politiquement, raison pour laquelle nous redemandons à la minorité présidentielle de revenir à la raison sur ce sujet. Merci. Véronique Louwagie pour Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président du Haut Conseil, pour toutes les informations que vous avez bien voulu nous donner. J'ai noté que vous ne pouviez pas répondre à un certain nombre de questions, donc je ne vous en poserai pas. Je ferai état de remarques et de regrets qui peut-être susciteront des réactions. Une première remarque, vous avez indiqué, effectivement, nous le retrouvons, qu'il n'y a pas de modification finalement dans ce PLFSS sur la situation macroéconomique par rapport à septembre 2022, à la fois au niveau de la croissance, que certes vous jugez élevée, l'inflation que vous jugez un peu faible, et l'estimation basse un peu de la masse salariale. J'ai un regret que, effectivement, le gouvernement n'ait pas ajusté ses hypothèses et que finalement ce soit ici un copier-coller. Je m'interroge toutefois sur la situation et l'impact des taux d'intérêt qui continuent à augmenter depuis septembre dernier. Une réaction également sur la loi de programmation des finances publiques. Je note votre regret, j'ai le même regret, nous avons le même regret. Et derrière, j'ai un autre regret, que le gouvernement n'ait pas entendu, en tout cas, nos messages. Et finalement, les messages qu'au niveau du groupe Les Républicains, nous avions adressés, ils sont confortés par vos remarques dans votre avis, déjà dans l'avis du mois de septembre, quand vous soulignez l'importance de la maîtrise de la dépense publique, couplée à la recherche d'une plus grande efficacité, et en janvier, dans cet avis, où vous indiquez que la réforme des retraites ne suffit pas à elle seule à atteindre un objectif de financement des besoins d'investissement public liés notamment aux enjeux climatiques, ce qui me fait dire que nous avons eu raison de ne pas voter en faveur de la loi de programmation des finances publiques telle qu'elle était présentée.
Je voudrais également noter l'impact sur les comptes 2023 et la brutalité de l'impact de la réforme des retraites, puisqu'effectivement 50 000 personnes qui sont nées après le 1er septembre 1961 et avant le 31 décembre 1961, qui pouvaient partir à la retraite au 1er octobre de cette année, au 1er octobre 2023, ne pourront, pour un certain nombre d'entre elles, ne partir qu'au 1er janvier 2024. Quand on sait qu'une réforme de retraite, c'est un projet de vie qui se prépare longtemps à l'avance, c'est un regret. Et je terminerai également que je regrette que vous n'ayez pas de données sur l'impact sur les années futures. Ça n'est pas logique que le gouvernement ne vous ait pas alimenté sur un certain nombre d'éléments. Merci. Qui pour le groupe socialiste? Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, je permettrai une remarque liminaire sur la question de la loi de programmation relative aux finances publiques. Vous êtes effectivement dans votre rôle sur ce sujet, mais je m'interroge néanmoins à nouveau sur l'utilité de ces lois. Vous nous dites effectivement que c'est important que nous adoptions une, puis je note que dans l'avant-dernier rapport du Haut Conseil, vous écriviez « non contraignantes, reposant sur des hypothèses généralement optimistes et rapidement obsolètes, leurs objectifs n'ont que rarement été atteints ». Dans ces conditions, on peut se demander quelle est finalement l'urgence d'adopter un document bavard que personne ne respectera. J'ajoute par ailleurs que les sanctions qui sont prévues aujourd'hui par les traités, l'article 8 du TSCG, n'ont jamais été déployées, ça n'a jamais été le cas, et qu'enfin, qu'est-ce qui empêche le Haut Conseil de regarder le décalage entre les budgets que nous votons et finalement la norme qui ressort du programme de stabilité, qui est un document identique, sinon comparable, à une loi de programmation des finances publiques. J'ai quelques questions sur le rapport que vous venez de nous présenter. Pardonnez-moi. D'abord, vous nous dites qu'il y a un caractère incomplet des informations qui nous ont été transmises par le gouvernement. Pouvez-vous nous dire quelles informations manquent et auraient été utiles au Conseil? Ensuite, vous nous dites que les prévisions de croissance du gouvernement sont élevées, au-dessus du consensus des économistes. Vous dites manque de prise en considération du niveau élevé de l'inflation, mais aussi durcissement des politiques monétaires. Quels autres facteurs de freinage le Haut Conseil anticipe-t-il que le gouvernement ne prend pas en considération? Puis enfin, dernière question. Le Haut Conseil relève que la réforme des retraites aura un impact très faible sur les finances publiques en 2023, avec un coût net estimé à 0,4 milliard d'euros, mais note que les incertitudes entourent le coût de la hausse du minimum contributif. Quelles sont ces incertitudes et surtout, quelle pourrait être l'ampleur des variations éventuelles pour 2023? Merci. Félicie Girard pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous voilà à nouveau devant nous quelques semaines après avoir été auditionné par notre commission sur le PLF et le PLFSS 2023 pour venir éclairer à nouveau nos débats et informer les Français sur la pérennité de nos finances. Notre système de retraite connaît depuis de nombreuses années des débats sur sa soutenabilité, selon les prévisions du corps, et cela dans n'importe quel scénario, même le plus optimiste. Notre système de retraite va vers un déficit chronique de financement à long terme. Le gouvernement a donc annoncé une réforme pour pallier en amont les déficits et pour garantir un système de retraite juste et autonome pour les futures générations. Par cette mesure d'âge légal de départ en retraite, l'objectif est d'empêcher la fragilisation de notre système par répartition. La question de l'équilibre de nos comptes publics est en effet majeure, surtout lorsqu'il s'agit de notre modèle de solidarité qui, je le crois, nous est à tous très cher. Vous avez, Monsieur le Président, la charge de surveiller les dépenses de l'État et la bonne administration de nos comptes publics. Bien que vous n'ayez pas été en mesure d'analyser en profondeur les implications à long terme de cette réforme, comme vous l'avez précisé, pourriez-vous, au regard des éléments dont vous disposez, nous indiquer si l'équilibre des comptes actuels serait soutenable à long terme sans réforme? Et êtes-vous en mesure, à la lumière des modèles économiques traditionnels, de nous dire si cette réforme telle qu'elle nous est présentée aura un impact positif ou négatif sur l'équilibre de nos finances publiques? Je vous remercie. Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Haut Conseil des finances publiques, nous vous remercions pour cette présentation. Depuis plusieurs semaines, nous ne cessons de rappeler que la réforme des retraites prévue dans ce PLFRSS est injuste et injustifiée. Je dois dire que la lecture de votre avis ne modifie pas notre appréciation. En particulier, nous notons que la hausse de l'âge légal de départ dès septembre pourrait conduire 50 000 personnes à décaler leur départ. Ainsi, cela toucherait directement, parmi les futurs retraités de 2023, environ une personne sur 15.
Dans votre avis, vous notez également que le caractère incomplet des informations qui ont été transmises par le gouvernement empêche d'évaluer l'incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques. Et ceci nous paraît extrêmement dommageable, car de ce fait, ni le débat parlementaire ni l'opinion publique ne peuvent être éclairés sur l'opportunité ou la nécessité de cette réforme. D'où mes deux questions. La première, pensez-vous qu'il est acceptable que la représentation parlementaire et au-delà les Français souffrent d'un déficit d'information sur une réforme d'une telle envergure? Comment pouvons-nous nous prononcer sur un texte sans disposer des informations nécessaires à l'éclairage de notre décision? Et ma deuxième question, vous insistez sur la nécessité de réduire la dette publique. Pensez-vous dès lors qu'il était opportun de réduire les impôts de production de 14 milliards d'euros entre 2020 et 2023 ? Ne pensez-vous pas qu'il aurait été bien plus adéquat de maintenir la contribution des entreprises aux dépenses publiques plutôt que d'aller chercher des économies par un report de l'âge légal dont les Français ne veulent pas? Merci. Et pour terminer, Charles de Courson pour le groupe Lyot. Monsieur le Premier Président, 4 petites questions. Vous nous indiquez, pour la deuxième fois, que les prévisions de croissance du PIB en 2023 vous paraissent trop élevées. Vous dites reste élevé. Qu'est-ce qui se passerait si on dégringolait de 1% à 0,2, 0,3%, c'est-à-dire à peu près le consensus actuel, même s'il y en a qui sont même en croissance négative? Est-ce qu'on ne perdrait pas 8-10 milliards de recettes fiscales? Première question. Deuxième question sur la masse salariale. Là, vous dites au contraire qu'elle vous paraît un peu basse, à 5%. Mais 5% avec une inflation de 4,3%, c'est encore une augmentation de pouvoir d'achat à la masse salariale de 0,7. Si on retire l'augmentation des effectifs à 0,2, 0,3, on est encore à 0,4, 0,5. Or, d'après ce qu'on voit dans les négociations salariales pour 2023, dans beaucoup d'entreprises, on a des réévaluations inférieures à une croissance des prix telle qu'elle est envisagée à 4,3% hors tabac. Troisième, alors donc, est-ce que vous pouvez un peu nous préciser cela? Troisième question, vous nous signalez qu'on a une très légère baisse de la dette publique, mais avec beaucoup de subtilité, vous nous dites que c'est grâce essentiellement à une mobilisation de la trésorerie excédentaire de l'État accumulée à fin 2022. Est-ce que vous pourriez nous dire à hauteur de combien? On s'est surendetté, si je peux dire, à fin 2022 par rapport aux besoins, pour donner l'illusion que la dette publique fléchissait légèrement en pourcentage du PIB. Et puis, dernière question, dans vos compétences, vous devez donner une appréciation sur le réalisme des prévisions de dépenses, mais l'article liminaire ne concerne pas que la sécurité sociale, elle concerne l'État et les collectivités locales. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur, est-ce que vous avez eu le temps de regarder le dérapage du coût des intérêts de la dette, puisqu'on nous avait expliqué que l'intérêt de la dette à 10 ans, on serait à 2,2 en début d'année 2023 et à 2,3 en fin d'année, alors qu'on a déjà largement dépassé ces taux. Merci. Juste une petite question. Est-ce qu'à part Fabien Philippot, il y aura d'autres personnes qui veulent s'inscrire après? Oui, mais si. Non, mais il y en a d'autres, donc je les prends après. Pierre Moscovici, réponse. Bien, je vais commencer par une réponse extrêmement générale en revenant sur d'ailleurs une question du président à laquelle je n'avais pas répondu. Si je vais raisonner encore une fois sur une réforme des retraites. Nous estimons en effet, comme d'autres institutions, qu'il y a un besoin de financement à combler, qui peut être comblé par une réforme des retraites, qui peut encore une fois peut prendre plusieurs voies. C'est pas à moi de choisir, c'est le Parlement, c'est le gouvernement, ce sont les partenaires sociaux. Mais il doit être clair qu'il ne s'agit pas là de payer le déficit de l'État. Une réforme des retraites, c'est pas un couteau suisse. C'est une réforme qui est faite pour équilibrer le système de retraite et pas pour faire autre chose. Une fois que l'on a dit ça, on arrive sur toute une série de questions que vous avez posées, mesdames et messieurs les députés. D'abord sur le coût de l'inaction. Je redis qu'il n'appartient pas au Conseil des finances publiques ici de se prononcer sur des choix politiques. Nous avons, là je parle de la Cour des comptes, produit une note d'étude structurelle sur le système des retraites qui concluait à la nécessité d'une réforme. Encore une fois, ce n'est pas à nous de dire quels sont les voies et moyens. Pourquoi? Parce qu'il y a des déficits prévisionnels
cours des années à venir, et nous indiquions que les marges de manœuvre pour de nouvelles hausses de taux de cotisation apparaissaient restreintes, dès lors que la France a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Union européenne, et donc nous pensions qu'il fallait maîtriser les dépenses de retraite, et que, encore une fois, c'était tout de même la durée, l'âge qui comptait, même si nous ne prononcions pas sur l'âge légal, sur le moment de le faire, sur la façon de le faire, etc. Et donc, il y a un problème de soutenabilité. Est-ce que la réforme des retraites assure l'équilibre du régime par répartition à moyen et long terme? Là, je le dis par rapport aux mesures qui sont exposées, et non pas par rapport aux informations dont nous disposions, parce qu'un député m'a demandé si nous n'avions aucune idée sur ce que ça rapportait. Nous n'avons pas d'idée suffisante pour pouvoir en quelque sorte le certifier, puisque notre information est lacunaire. Mais pour le reste, il y a des informations qui ont été rendues publiques par le gouvernement au moment de la présentation de la réforme, qui laisse à penser que les dispositions du PLFSS conduiraient à réduire le déficit de 13 milliards en 2030, chiffrage qui correspond à l'ordre de grandeur du déficit du régime simulé par le corps. Mais comme l'a indiqué le Conseil dans son avis, les informations ne lui ont pas permis d'évaluer l'incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques. Donc, encore une fois, il y a un impact. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous, c'est en quelque sorte le tamponner. Sur une autre question, qui est de savoir si la réforme des retraites contribue à baisser la dette. Là encore, il faut bien prendre les notions relatives. Et là, il y a une illusion d'optique qui ne doit pas nourrir le débat public de manière erronée. Nous ne disons pas que ça n'a pas d'impact sur la dette. Ça a un impact sur la dette. Ce que nous disons, c'est que ça a un impact plutôt inférieur sur la dette à ce qui avait été prévu, sans spécifier ce qu'était la réforme, dans les documents dont nous disposions antérieurement. Et donc, disons que, en toute hypothèse, ça devrait laisser la dette sur une trajectoire assez plate jusqu'en 2027. Ça ne modifie pas. En revanche, s'il n'y avait pas une réforme des retraites, alors à ce moment-là, la dette aurait augmenté de manière significative d'ici à 2027. Sur la question qui m'a été également posée de la croissance potentielle, la réforme des retraites, une réforme des retraites, doit avoir un impact favorable sur la croissance potentielle parce que ça a un impact sur un facteur de production qui est le travail. Il y a plus de quantité de travail. S'il y a plus de quantité de travail, il devrait y avoir plus de croissance potentielle. Cela dit, après vous tombez sur des choix politiques, qui est de savoir si on consacre davantage de temps dans la vie, au travail, au loisir, à la vie. Ça, c'est des choix sur lesquels nous ne pouvons pas nous prononcer. Sur les 50 000 personnes qui décalent leur départ à la retraite en 2023, là, c'est un chiffre qui est dans les documents dont nous avons été saisis. Il s'agit du nombre de personnes qui, sans réforme des retraites, seraient parties dès leurs 62 ans à partir des 1er octobre, novembre ou décembre sans la réforme, qui devront donc décaler leur départ. Il y a environ 200 000 personnes par an qui partent en retraite dès l'âge légal atteint, sur un peu plus de 700 000 par an. Les personnes qui comptaient à partir à la retraite dès leurs 62 ans, à partir des 1er octobre, novembre ou décembre, devront reporter leur départ, représentent un quart des personnes qui auraient pris leur retraite dès 62 ans. Il y a donc environ 50 000 personnes qui devront décaler leur départ en retraite en 2022. Et ça, c'est pour un trimestre, ce qui veut dire que ce sera effectivement de l'ordre de 200 000 pour la suite. Assez clairement, les différents chiffres qui ont servi à ce calcul sont, me semble-t-il, tout à fait étayés, puisqu'ils proviennent du panorama sur les retraites et les retraités de la DREES. Sur la question qui m'a été posée sur l'évaluation, 0,7 points de PIB en 2050, c'est par définition pas du PIB d'aujourd'hui. Et si c'était du PIB d'aujourd'hui, ce serait, pour parler de manière un peu nette, davantage. Où en est la charge de la dette compte tenu de la hausse des taux d'intérêt? La hausse des taux d'intérêt, surtout celle de l'inflation, ont conduit à une augmentation de la charge de la dette en 2022. Cette dernière devrait avoir augmenté d'un peu plus de 12 milliards en 2022 pour l'ensemble des administrations publiques, passant de 35 à 47 en comptabilité nationale. En 2023, le gouvernement prévoit un reflux de la charge de la dette de 3 milliards à 44 milliards, qui provient du repli de la charge des titres indexés en lien avec la baisse attendue de l'inflation. Mais nous ne savons pas non plus quel sera l'effet de la hausse des taux. Compte tenu de cela et compte tenu de l'inflation qui pourrait être plus élevée que prévu, ce recul de la charge de la dette n'est pas acquis. Donc, je ne peux pas dire que ce sera 44 ou 47, mais nous restons
sur des niveaux qui sont beaucoup plus élevés, même 2 fois plus élevés qu'il y a quelques années. Combien coûte la hausse du minimum contributif? Son coût est prévu à 0,4 milliard d'euros en 2023 par le gouvernement. Il sera partiellement financé par une solidarité interbranche. Les contours exacts de la mesure et ses éventuels financements restent à préciser. Sur la croissance et les impacts sur le déficit, monsieur le député, le scénario de croissance du gouvernement est à 1 point. Il est au-dessus du haut de la fourchette, puisque, je le redis, le consensus des économistes est à 0,2, ce qui s'étage, en effet, comme vous l'avez dit, monsieur le président, entre certains qui prévoient encore une récession et d'autres, le FMI, les plus optimistes, étant à 0,7. Nous aurions pu être plus sévères dans le ton, nous ne l'avons pas été, et tout à fait volontairement, parce qu'en effet, c'est vrai que l'environnement international demeure mal orienté en 2023, mais il y a eu des récentes modifications en Chine de la politique par rapport au Covid. Le durcissement des politiques monétaires est encore à évaluer, et l'ensemble de ceux qui apprécient le climat et les indicateurs avancés, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur général, font que on ne peut pas totalement exclure une bonne surprise. En tout cas, nous ne sommes pas capables de dire quelle est l'ampleur de la dégradation. Nous continuons de penser que c'est moins de 1 point, mais alors qu'il y a, si j'étais venu devant vous il y a 1 mois, j'aurais pensé qu'on était très près de la récession. Nous ne le pensons plus. Il n'est pas exclu totalement. Voilà pourquoi nous sommes restés sur une tonalité assez modérée. Ça, on l'a dit, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement ajuste sa prévision de croissance quand les informations seront un peu plus solides et pas seulement sur un trimestre, ne serait-ce que pour pouvoir effectivement faire des calculs sur le déficit et pour la sincérité, non pas la sincérité, pour la bonne tenue du débat public, parce que je n'aime pas le mot de sincérité. Je pense que avant d'accuser un déficit ou un budget d'être insincère, il faut quand même aller loin, il faut vraiment avoir une intention de tromper. Je suis en général très loyal à mon prédécesseur, qui a fait un excellent travail, mais quand était sortie l'idée qu'un budget était insincère, c'était en 2017, ça ne m'avait pas en vérité emballé comme notion. Je l'avais dit quand j'étais commissaire européen. Là, soyez prudent avec ça, monsieur le député, parce que ça va vite quand même, hein, ce genre de choses. Notez que le Conseil constitutionnel a eu un débat là-dessus, très clairement, et que, bon, soyons prudents avec ça. Donc n'utilisons pas cette notion trop rapidement dans le débat public. Ceux qui gouvernent, quelle que soit leur tendance politique, sont en général des gens sincères qui essayent d'être volontaristes, monsieur le député. Et on n'est pas forcément insincère quand on est volontariste. Alors après, quand même, pour répondre à monsieur de Courson, s'il y avait 0,8 points de croissance en moins, si on n'était pas à 1%, mais à 0,2, ce serait tout de même 0,4 points de déficit en plus, et ce serait 10 milliards en plus. Donc c'est pas négligeable. D'où l'enjeu quand même à un moment donné d'avoir un chiffre qui soit un peu moins, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, il y a du plus, il y a du moins, il faudra quand même atterrir. Enfin, monsieur le député, sur la loi de programmation de finances publiques, je ne me permettrai pas de vous contredire. Néanmoins, quand même, il y a quand même quelque chose qui doit nous servir de référence commune, c'est la loi, et c'est la loi organique, et ce sont les traités. Et de ce point de vue-là, on peut toujours s'accrocher à des bidules, on peut bidouiller, on peut bricoler, on peut estimer que le programme de stabilité, c'est presque pareil qu'une loi de programmation, et dire que la Commission européenne, comme il se trouve que les règles en ce moment sont suspendues, blablabla. Mais à un moment donné, il y a des règles, il y a un traité. Et là, je peux vous en parler pour avoir été de l'autre côté de la frontière, si j'ose dire, et même en charge de ces sujets. À un moment donné, la Commission européenne reprendra ces règles, des nouvelles ou des anciennes. Et de toute façon, elle aura besoin, pour délivrer des opinions et pour prendre des décisions sur les financements européens, d'avoir une encre de finances publiques, ne serait-ce que pour estimer ce qu'est le solde structurel. Alors évidemment, il vaut mieux que les lois de programmation ne soient pas des textes inflammables, imprécis, qu'on change tout le temps. Nous n'appelons pas à n'importe quelle loi de finances publiques, mais quand même quelque chose qui soit solide pour constituer une base de prévision pour les années qui viennent. On a besoin d'une, du point de vue européen. Du point de vue français, non, le programme de stabilité et la loi de programmation, c'est pas la même chose. Et la loi organique dit bien que nous devons nous prononcer par rapport à un objectif de moyen terme qui figure dans la loi de programmation de finances publiques. Donc, alors, évidemment, comme nous sommes bons garçons et bonnes filles, nous essayons quand même d'ajuster. Mais ça n'a pas du tout la même valeur.
D'où le problème juridique et constitutionnel qui pourrait se poser un jour. En d'autres termes, non, je le redis, ça, c'est pas un sujet de plaisanterie pour moi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. À un moment donné, on est rattrapé par la patrouille. Je ne peux pas vous dire quand et par quelle patrouille, mais ça ne va pas. Je veux dire, il faudra qu'à un moment donné, que ce soit du point de vue organique, du point de vue juridique, du point de vue de la prévisibilité, du point de vue européen ou du point de vue français, on ait une loi de programmation. Sinon, on aura un souci. Je ne peux pas vous dire lequel. Nous, on va toujours essayer de raisonner. On essaye. On fait notre travail de la manière la plus bénévolente possible. Vraiment, avec un bon état d'esprit. Mais bon, à un moment donné, quand les règles européennes seront rebranchées, et si le juge constitutionnel le juge, l'apprécie, on peut avoir des sujets qui se posent sérieusement. Et on ne peut pas dire juste ça ressemble, c'est à peu près pareil. Non, non, la loi organique, c'est la loi organique, le traité, c'est le traité. Et dans la loi organique, comme dans les traités, il est dit de manière extrêmement précise que nous avons besoin d'une loi de programmation de finances publiques. Et en l'absence de celle-ci, on a un souci soit par rapport au traité, soit par rapport à la loi organique et donc à notre Constitution. Bon, j'entends quand même que vous ne savez pas quel souci, quelle patrouille et quand. Ouais, sauf que, vous savez, c'est comme l'histoire du type qui tombe du 10e étage. Jusqu'à maintenant, ça va. Voilà. Bon, à un moment donné, on touche le sol. Allez, on va arrêter cet échange de bons mots. On passe aux inscrits. Une minute, les orateurs supplémentaires. Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue également le Premier président du Haut Conseil des finances publiques et ses équipes. Simplement une question. Aujourd'hui, on est dans un scénario par rapport à la réforme des retraites que nous allons étudier où, en 2030, il y aurait 13,5 milliards à peu près de déficit si on ne faisait rien. Mais ce scénario, je crois, est bâti sur une hypothèse de chômage à 4,5%. Ça paraît peu réaliste, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et je voulais savoir si vous étiez capable d'estimer cette situation et le trou qu'il y aurait à boucher si on était sur une hypothèse de chômage plus réaliste, autour de 7 ou 7,5%. Merci. Philippe Loutiot. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, une remarque et une question. La remarque sur le projet de programmation des finances publiques. Bon, on peut pas, c'est pas acceptable de laisser dire ou sous-entendre qu'il est irresponsable de ne pas avoir voté cette loi. Ce qui, à notre sens, est irresponsable, c'est le gouvernement qui, par arrogance, a maintenu des prévisions soit irréalistes, soit inacceptables. Voilà, je voulais le dire, parce que ça, c'est qu'on ne peut pas accepter d'entendre un peu tout et n'importe quoi. Sur les retraites, je reviendrai sur les retraites, puisque c'est le sujet. En fait, la question, c'est pas réformer les retraites, c'est où trouve-t-on des sous dans un pays qui est étranglé par les prélèvements obligatoires et par la dette. Je pense que le fond du problème, il est là, si on place la question. Et si on place cette question, bon, le choix politique a été de le faire porter sur la qualité de vie des Français. C'est un choix, nous aurons l'occasion d'en reparler. J'ai juste une question, on a un axe assez réducteur, parce qu'on parle, le réforme des retraites, on va gagner ça, on va gagner ça. Or, cette réforme, on sait très bien qu'elle va faire porter des coûts supplémentaires sur le régime d'assurance chômage, le régime d'assurance maladie et l'invalidité, les collectivités territoriales, les départements via le RSA, ou les communes, et l'AMF l'a dit, qui vont devoir garder des gens plus longtemps, etc., dans un système assurantiel. Donc, le gain éventuel d'un côté, quel est l'impact des charges complémentaires qu'on va avoir des autres côtés, de nombreux autres côtés? Voilà ce que je voulais poser comme question. Merci. Damien Maudet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Haut Conseil, je vous cite. La réforme des retraites est nécessaire face à une montagne de dettes. Donc il est pour vous nécessaire de reporter l'âge de départ. En bref, de demander à celles et ceux qui ont tenu le pays durant la crise Covid, les meuniers grâce à qui on a pu manger, les soignants, les pompiers qui ont sauvé, secouru, soigné, les aides à domicile qui sont occupés de nos aînés, d'en faire plus. En bref, ceux qui nous ont sauvés pendant la crise Covid, ce sont ceux aujourd'hui qui nous coûtent presque trop cher, les essentiels de la seconde ligne. Et on s'interroge jamais, mais si, et on s'interroge jamais sur ceux qui nous entourent, députés, politiques, nous-mêmes au salaire. Et je vais me devoir de vous prendre aussi, par exemple, entre un salaire de 14 000 euros par mois, une retraite de député français de 3 000 euros par mois, une retraite de commissaire européen de 4 000 euros par mois, une retraite de 1 700 euros par mois. Chaque mois, la France vous verse 22 000 euros, 260 000 euros par an. Et je vous pose la question en tant qu'ex-député, ex-ministre. Ne voyez-vous pas ici un problème moral sur le fait que ce soit toujours à nos plus essentiels, à ceux qui font tourner le pays de se serrer la ceinture, en bref, à ceux qui galèrent de faire des sacrifices supplémentaires? Merci. Michel Castellani.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, vous avez déjà évoqué, évidemment, les perspectives. Moi, je voulais vous demander clairement, quand vous interrogez vos algorithmes, est-ce que vous pensez que la situation de stagflation, qui est très défavorable, comme on sait, aux finances publiques, donc à la question sur le traitement des retraites, cette situation de stagflation vous apparaît-elle durable ? Car on voit sur le slide là le poids de la dette publique par rapport au PIB. C'est très bien, mais on sait très bien que tout ça est très relatif. La dette publique, déjà, c'est un peu morose. Elle est à 113%, elle est en hausse constante. Mais il faut la rapporter à quoi? Il faut la rapporter au niveau de taux d'intérêt qui sont imposés par le marché. Il faut la rapporter aux données du commerce extérieur, qui est un désastre pour la France, on le sait. Il faut le rapporter exactement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire au niveau de croissance qui est très faible et au rythme d'inflation qui se relance. Donc tout ça, ça fait une conjoncture dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est un peu difficile, un peu morose. Voilà. Cette conjoncture vous paraît-elle très durable ou pas? Mais je sais que vous avez déjà évoqué cette question. Merci. Merci. Et enfin, David Amiel. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le débat qui entoure la question des retraites, certains préconisent des hausses importantes de prélèvements obligatoires. La Cour des comptes prenait une position forte sur ce sujet dans une publication d'octobre 2021 intitulée « Continuer à adapter le système de retraite pour résorber les déficits et renforcer l'équité », en indiquant, je cite, que les marges de manœuvre pour de nouvelles hausses des taux de cotisation apparaissent restreintes dès lors que la France a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Union européenne. Pouvez-vous dès lors nous préciser quels effets économiques seraient à attendre dans le cas de hausses importantes de cotisations? Merci, Monsieur le Président. Bien. Sur la première question sur les prévisions, sur le chiffrage du déficit avec une hypothèse de chômage différente, là, ce n'est pas à nous que les choses s'adressent. Nous ne sommes pas, encore une fois, une instance de prévision. C'est tout à fait le rôle du corps, et c'est peut-être vers eux qu'il faut se tourner. Je redis, vous ne m'avez peut-être pas entendu, que je ne me permettrai jamais de dire de parler de l'irresponsabilité de parlementaires. Je ne l'ai pas dit, mais je veux redire ici, de la manière la plus claire, qu'une loi de programmation n'est pas optionnelle, qu'elle est obligatoire, et que son absence est un problème grave pour le pays. Encore une fois, ce n'est pas à moi de dire de quelle loi il s'agit, c'est à vous, mesdames et messieurs les députés, avec vos collègues sénateurs, de parvenir à un résultat là-dessus. Je crois que c'est très important. Voilà, avec des mots peut-être différents et tout à fait respectueux de ce que vous êtes, je suis obligé de le dire. Après, vous m'interrogez sur la question des dépenses publiques et aussi, du coup, sur la question des prélèvements obligatoires, et les deux boucles, en fait, parce que si nous regardons quand même la situation dans laquelle nous sommes en France, nous avons quand même quelques paradoxes qui doivent, je pense, tous nous frapper. Nous sommes des pays de l'Union européenne, celui qui a le niveau de dépenses publiques le plus élevé, 58%. Nous sommes un de ceux qui ont le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé, au-dessus de 44%. Et nous n'avons pas pour autant des services publics qui donnent totale satisfaction, que ce soit dans la perception, dans la réalité. Je vais citer deux exemples que j'utilise assez souvent. Sur le logement, la Cour des comptes a produit l'an dernier une note structurelle qui montre quand même qu'on dépense pas loin de 2 fois plus que nos partenaires européens, qu'une efficacité qui n'est pas en réalité supérieure, notamment sur un objectif qui est très important pour nos concitoyens, qui est la construction de logements sociaux. Autre exemple, sur l'éducation nationale, nous avons un système d'éducation nationale qui est massif, obligatoire, coûteux, et nos performances, telles qu'estimées par PISA, sont plutôt faibles. En tout cas, elles diminuent. Et il y a un problème de ce point de vue-là. Et on ne peut pas vivre durablement avec cette situation dans laquelle on a à la fois des dépenses publiques très élevées, qui ne correspondent pas à une qualité de service public suffisante, avec des prélèvements obligatoires qui ont forcément leurs limites. Ça vaut pour la retraite comme pour le reste. Et ça fait un certain temps que je le dis, dans cette fonction comme dans d'autres. Et donc, je n'ai pas plaidé pour l'augmentation des impôts et des cotisations. Pas davantage, je le dis aussi au passage, que je n'ai plaidé pour la baisse des impôts quand nous n'avons pas les moyens. Je pense que nous sommes dans cette situation-là, où toute baisse supplémentaire d'impôts, quand nous avons un niveau de déficit très élevé, doit être compensée soit par une hausse d'autres impôts, soit par une maîtrise de la dépense
à due concurrence, parce que sinon, nous ne faisons que creuser le déficit quand nous n'avons pas de croissance. Donc, je ferme cette parenthèse. Cette situation est hautement insatisfaisante. Et c'est la raison pour laquelle les solutions, nous les connaissons. Elles s'appellent, pour l'essentiel, effectivement, l'élévation de notre niveau de croissance potentielle à travers des politiques d'investissement qui sont dûment et intelligemment ciblées, même si c'est du long terme. Nous savons que pendant les quelques années qui viennent, il ne faut pas attendre d'effets miracles sur la croissance. Et puis, ça s'appelle aussi la maîtrise de la dépense. Et j'utilise le mot maîtrise plus que le mot baisse, parce qu'en réalité, ce qui est en cause, et j'y insiste, c'est la qualité de la dépense publique. Je suis incapable de parler de l'éducation en général, de la santé en général, parce que ce soit dans l'éducation et la santé, il y a sans doute des dépenses supplémentaires à faire. Santé, tout le monde pense à l'hôpital. Et il y a aussi des économies à faire. Il est temps que dans ce pays, nous soyons capables de soulever le capot des politiques publiques pour aller chercher ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, il y a des économies à faire et sans doute des renforcements à faire. Ce qui marche doit être conforté. Et c'est la raison pour laquelle ça fait des années, je le faisais quand j'étais commissaire européen, je le fais aujourd'hui comme premier président de la Cour des comptes, je le fais comme président du Conseil, j'appelle à des revues de dépenses publiques annuelles, avec de vrais objectifs, avec une vraie méthode, une vraie gouvernance, quelque chose de sérieux. Nous avons échoué dans divers exercices, sous divers présidents et sous divers gouvernements. Là, maintenant, il faut vraiment s'y mettre parce qu'on est confronté à ça. Sinon, nous risquons d'avoir une insatisfaction générale par rapport à ces problèmes. Encore une fois, beaucoup de dépenses, une efficacité perçue et réelle insuffisante, des prélèvements obligatoires qui pèsent sur tout le monde et qui finissent par provoquer quand même des réactions. C'est pas comme ça que nous devons faire. C'est la raison pour laquelle je dis encore une fois, augmenter le niveau de croissance potentielle, et ça passe par l'investissement, d'où ce mur d'investissement à financer que j'évoquais, et d'autre part, faire enfin l'inventaire de nos dépenses publiques pour avoir des modifications de politique publique intelligentes. Ça, c'est vraiment la solution moderne et je crois indispensable. Et c'est une question qui est à la fois économique, financière, sociale, politique et démocratique. C'est fondamental. Et c'est aussi pour ça, j'y reviens, c'est quand même le message que j'ai voulu passer à plusieurs reprises aujourd'hui, que nous avons besoin d'une loi de programmation de finances publiques, parce que transparence, prévisibilité, débat pluriannuel, et je redis notre insatisfaction par rapport aux informations dont nous avons disposé, dont j'ai été obligé de me faire l'écho devant vous, tout ça, ça ne fonctionne pas, ça ne tourne pas. Et nous avons besoin d'avoir vraiment un débat de finances publiques qui, dans ce pays, atteigne un niveau de maturité, de partage avec le Parlement, avec d'autres acteurs de toute nature, et dans lesquels nous sommes. Enfin, monsieur le député, tous les citoyens doivent contribuer à la hauteur de leurs revenus. Bien sûr. Merci. Merci Pierre Moscovici. Je vous rappelle, chers collègues, qu'on se retrouve... Et j'ai nettement dépassé l'âge de la retraite. Donc... 65. Donc, chers collègues, on se retrouve... On se retrouve à 9h vendredi pour l'examen du PLFR-SS. Il va falloir s'y faire. On l'a l'après-midi. Je vous dis juste une chose, mais je le répéterai. Je sais pas. Allez-y, je rigole. Non, parce que je m'en veux toujours de ne pas répondre à M. Castellani, qui, d'une certaine façon, est mon député, même si je n'habite pas Bastia. Oui, parce que ma famille, ma femme est de Bastia, et donc voilà, je respecte particulièrement M. Castellani. Je fais très attention à lui. Que sur la stagflation, quand même, la plupart des économistes estiment que l'inflation, même si les chiffres sont encore trop élevés, me semblent trop faibles pour cette année, l'inflation devrait être quand même temporaire, ce qui fait que nous devrions sortir, on en sort déjà aux États-Unis, d'une situation de stagflation. Après, comment on atterrit, ça reste incertain. Pardon, monsieur. Bien, voilà. Alors donc, je vais répéter ce que j'ai dit. On se retrouve à 9h pour l'examen du PLFR-SS. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont fait part, pour plein de raisons, de leur obligation de partir vendredi en fin d'après-midi. Donc on essaiera de se caler sur une fin de l'examen vendredi en fin d'après-midi. Je vous le dis, pour qu'il n'y ait pas à la fin, on ne se termine pas. On en parlera vendredi ensemble. Mais je veux dire, on essaiera de gérer ça en bonne intelligence les uns et les autres. Parce que j'ai reçu vraiment pas mal de demandes. Bon. Et on a les vœux à 13h. Je vous rappelle, on fera une interruption pour les vœux quand même. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, c'est tout. Merci au président du
HCFP, dont on a compris le plaidoyer pro domo pour la loi de programmation.